Vous devez tous le savoir, il y a un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Depuis le 11 septembre, on ne prend plus de gants. Dès le début, il était clair que l'interrogatoire et la récolte de renseignements provenant des détenus étaient un élément capital. Comme la priorité du gouvernement était de prévenir de nouveaux attentats, tout le monde était convaincu que le seul moyen d'y parvenir, c'était pour ainsi dire, d'entrer dans la tête des membres d'Al-Qaïda et donc d'interroger les détenus. Or, depuis le début, on craignait que ce qu'on appelait les vieilles règles, c'est-à-dire les conventions de Genève ou nos lois pénales, que tous ces textes d'une autre époque constituent un obstacle aux interrogatoires. D'où la conviction qu'il ne fallait plus prendre de gants. Signé en 1949 et adopté aujourd'hui par 194 États, les 4 conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international. La 3e convention concerne les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les combattants capturés sur le champ de bataille. Le statut de prisonnier de guerre n'est pas automatique. Pour l'obtenir, le combattant doit posséder un signe distinctif, porter ses armes ouvertement et se conformer aux lois de la guerre. En contrepartie, il reçoit certains privilèges, comme le droit de communiquer avec sa famille ou de recevoir des colis. L'article 17 précise que chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer que ses noms, prénoms, grades et sa date de naissance. En d'autres termes, un prisonnier de guerre ne peut être interrogé à des fins de renseignement. Enfin, les 4 conventions de Genève comprennent le même article 3, qui interdit les traitements cruels, tortures et supplices, quel que soit le statut des prisonniers. En 1996, le Congrès américain a voté le War Crimes Act, la loi sur les crimes de guerre, qui sanctionne par la prison à vie ou la peine de mort toute violation grave des conventions de Genève, et notamment de l'article 3. Après le 11 septembre, l'administration Bush s'emploie à se débarrasser des conventions de Genève. L'opération secrète est dirigée par le vice-président Dick Cheney, pour qui l'unique arme de la guerre contre la terreur est le renseignement. Il est clair qu'il y a une personne qui a joué un rôle central dans l'introduction de cette nouvelle politique de mauvais traitement des prisonniers, et cette personne, c'est Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. Dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai parlé avec des officiers de la communauté du renseignement. Ils m'ont dit qu'au cours des 6 semaines qui ont suivi le 11 septembre, le vice-président Cheney a passé quelques jours à l'anglais, dans les quartiers généraux de la CIA. Il insistait pour qu'ils utilisent des techniques d'interrogatoire dures et sales. Le vice-président Cheney était particulièrement impressionné par les techniques utilisées par le gouvernement égyptien pour démanteler l'organisation des Frères musulmans. Il pensait que ces techniques avaient été extrêmement efficaces et que les États-Unis devraient suivre l'exemple du gouvernement Moubarak en Égypte. Je ne pense pas que Dick Cheney rendra des comptes un jour pour ce qu'il a fait, excepté à son créateur. Mais j'espère que Dick rencontrera le diable après sa mort, parce que le diable sera un bon ami pour Dick. Pour couvrir la Maison-Blanche, Dick Cheney s'appuie sur des juristes républicains ultra-conservateurs. Lors des auditions qui suivront le scandale d'Abu Ghraib, c'est à eux que les parlementaires demanderont des comptes. Dick Cheney et George Bush ne seront jamais inquiétés, car ils sont protégés par une immunité que le Congrès a toujours refusé de lever. Et c'est bien là toute la limite des auditions parlementaires à l'américaine. Il ne s'agit pas d'une enquête criminelle, mais d'un exercice de démocratie bien encadré, où l'on se contente d'interroger certains acteurs et des experts sans que cela n'entraîne de conséquences. Aujourd'hui, nous entamons la 3e audition sur le rôle des juristes de l'administration dans le développement de méthodes d'interrogatoire qui ont soulevé des critiques ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Cette politique a été maintenue secrète et cachée aux membres du Congrès et au peuple américain au nom de privilèges assortis d'une interdiction stricte de divulguer, même partiellement, des documents confidentiels. Pourquoi? C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en présence de 2 architectes de cette politique. Si les témoins veulent bien se lever, prêter serment.
Voici David Addington, le chef de cabinet de Dick Cheney, surnommé Cheney's Cheney, c'est-à-dire le petit chien de Cheney. Et John Yoo, le numéro 2 de l'OLC, le bureau du ministère de la Justice chargé de conseiller juridiquement la Maison-Blanche. Monsieur Addington, le professeur Yoo a déclaré que dans certaines circonstances, il est approprié et légal de torturer l'enfant d'un détenu pour obtenir du renseignement. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne suis ni pour ni contre, Monsieur le Président. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ici pour donner des avis juridiques à votre commission. Vous disposez de vos propres avocats pour vous fournir ces conseils juridiques. Est-ce que le président peut ordonner qu'un suspect soit enterré vivant? Monsieur le Président, je ne crois pas avoir déjà... Je demande votre avis. émis l'avis que le Président pourrait ordonner qu'on enterre quelqu'un vivant. Parmi les exécutants, il y a aussi Jim Haynes, le chef juridique du Pentagone et l'homme à tout faire de Donald Rumsfeld. Monsieur Haynes, vous venez de dire que vous étiez le chef des juristes du département de la Défense. Est-ce exact? Oui, madame, c'est exact. Et combien de juristes aviez-vous sous vos ordres? Je vais le formuler comme cela. Il y a plus de 10 000 juristes au département de la Défense. Voici enfin Alberto González, le conseiller juridique de George Bush, qui a joué un rôle clé pour l'autorisation des méthodes de torture. Croyez-vous que d'autres dirigeants du monde auraient le pouvoir d'autoriser la torture de citoyens s'ils la jugeaient nécessaire pour leur sécurité nationale? Sénateur, je ne sais pas quelles sont les lois qui lient les autres dirigeants du monde, donc je ne crois pas être en mesure de répondre à cette question. González, Addington, Haynes et Yoo. Les 4 juristes se retrouvaient régulièrement dans le bureau de John Yoo, qui occupait un poste stratégique à l'OLC. C'est lui qui était chargé de rédiger les avis légaux rendus par le ministère de la Justice sur toute question soulevée par la présidence. Ces opinions, comme on dit dans le jargon, ont force de loi et elles constituent une protection juridique pour la Maison-Blanche. Les mémorandums secrets, concoctés par les 4 juristes, ont été déclassifiés après le scandale d'Abu Ghraib. Ils ont décortiqué la loi en se demandant comment pouvons-nous la tordre pour que l'administration Bush puisse faire des choses qui sont totalement illégales et indéfendables. John Yoo a rédigé de longs mémorandums sous la direction d'Addington et d'Alberto González, ainsi que d'une poignée d'avocats, pour tenter de justifier l'injustifiable. Ils ont essayé de rendre légales des choses parfaitement illégales. Le premier mémorandum secret a été rédigé par John Yoo, le 9 janvier 2002. Il écrit que les conventions de Genève ne protègent pas les membres de l'organisation Al-Qaïda ni les talibans, car ceux-ci ont clairement démontré qu'ils ne respectent pas les règles de la guerre, ils refusent de porter l'uniforme et prennent en otage des avions civils. En conséquence de quoi, ils ne sont pas couverts non plus par l'article 3 des conventions de Genève. Ce premier mémorandum est envoyé sous forme de brouillon au département d'État censé donner son avis. Vous souvenez-vous de la réaction de Colin Powell au brouillon? Il voulait appliquer les conventions de Genève à Al-Qaïda et aux talibans. Il pensait que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous les avions toujours appliquées, même pour des personnes qui n'avaient pas droit à leurs avantages. Et que c'était dans l'intérêt des États-Unis en général, que c'était bon pour la protection de nos forces, et que nous savions parfaitement comment faire, parce que tout le monde dans l'armée avait été formé pour cela. Notre premier témoin est John Hudson, le doyen et président de l'école de droit de Franklin Pierce de Concord, dans le New Hampshire, qui fut aussi vice-amiral. Doyen Hudson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Les conventions de Genève ont protégé les troupes américaines de dommages pendant des années. Ce sont nos troupes qui en profitent. À l'origine, les concepteurs américains des conventions les ont considérées comme une manière de protéger les troupes des États-Unis contre l'ennemi, et pas l'ennemi contre les troupes des États-Unis.